Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. C'est trop bien d'organiser ça et que des jeunes s'intéressent à tout ça. C'est formidable. Quel a été votre parcours ? Alors moi, je suis journaliste. Et j'ai été très spécialisée dans l'époque. Et très vite, je suis arrivée à l'environnement. Donc, j'avais créé un Néoplanète qui était un média, une web radio, etc. Au bout de 12 ans, j'avoue que je me suis arrêtée assez épuisée, parce que l'environnement, c'est très compliqué. C'est très technique, assez ingrat, très polémique. Vous vous engueulez avec tout le monde. C'est compliqué. Et j'avais interviewé quelqu'un sur la biodiversité, sur les problèmes des animaux, parce que j'adore les animaux. Et je lui avais dit, mais alors c'est terrible, les animaux vont disparaître. Et il me fait cette réponse incroyable. Norin Chai, il s'appelle, j'adore Norin Chai, qui est un vétérinaire formidable, qui a écrit un livre génial, il s'appelle La sagesse des animaux. Et il me dit, il va y avoir de la casse, mais non, c'est l'humain qui va disparaître d'abord parce qu'il a complètement perdu son intelligence écologique. Et c'est la première fois qu'on me parlait d'intelligence des animaux, j'avais jamais... Et du coup, je me suis un peu renseignée et j'ai découvert un domaine absolument fabuleux qui était très peu connu à l'époque, c'était il y a 11-12 ans. Donc les intelligences d'animaux et tous les progrès que les biologistes, que la science a fait sur ce domaine-là. Et je me suis dit, mais là, pour ma fin de carrière, c'est génial. Donc, je me consacre à porter au grand public, puisque c'est mon métier, je suis journaliste, le travail de scientifique. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Les Intelligences Animales, où j'interviewe beaucoup de scientifiques, mais pas que, des historiens, des journalistes, des spécialistes des animaux. Je crée 2 événements par an. Il y en a un qui s'appelle la Journée mondiale des intelligences animales à la Cité des Sciences à la Villette, qui sera 8 février, si ça vous intéresse. C'est gratuit, ça va être passionnant. On va parler des génies de la mer avec Bill François. On va parler des animaux de la ferme et puis des araignées, parce que je travaille toujours sur les animaux mal aimés. Parce que c'est facile de comprendre aux gens que les singes, les dauphins et les chiens sont intelligents. Il n'y a pas beaucoup de travail. Par contre, leur parler d'animaux mal aimés, c'est beaucoup plus compliqué. Or, ces animaux sont incroyables. Donc, je crée aussi un autre événement en Bretagne, à la Bourbansais, qui s'appelle les Rencontres des intelligences animales. C'est fin août, pareil, où je fais venir des gens qui nous parlent de plein d'animaux. Et puis, j'écris des livres où je dirige des livres collectifs. Donc, il y en a un qui s'appelle L'animal médecin, sur ce qu'on appelle la zoopharmacognosie, qui est un nom barbare, pour une nouvelle recherche très très récente, ça date des années 80, où en fait on découvre que les animaux ont des connaissances médicinales absolument incroyables. On se demande même si on n'a pas inventé la médecine en regardant en fait les animaux, et on voit que tous les animaux, et ce qui est logique en fait, la nature c'est une grande pharmacie, la plupart de nos médicaments viennent de plantes, etc. Donc les animaux, ils ont fait comme nous, par essai et erreur, ils se sont soignés, certains sont morts, d'autres ont guéri, ils sont dits géniaux, etc. Donc les ours, les papillons, la plupart des insectes, etc. Donc c'est quelque chose de très nouveau. Et je vais juste vous donner un exemple qu'on connaît tous, les mésanges. Si vous avez la chance d'avoir un jardin ou un balcon et que vous voyez des mésanges, on savait pas très bien comment elles faisaient leur nid. En fait, on a découvert il y a très très peu de temps, il y a une dizaine d'années, en Pologne et en Corse, que les mésanges, elles choisissent des herbes bien particulières, de l'hélicris, de la menthe, de la lavande, parce que ce sont des plantes qui ont des propriétés antivirales et que ça va protéger leurs petits. Ça, c'est juste un exemple comme ça que vous pouvez voir tous les jours. D'ailleurs, du coup, mettez de la menthe ou de la lavande dans votre jardin, vous aurez plus de mésanges. Voilà, donc ça, c'était le premier livre. Le deuxième, ça a été L'animal parent, parce que là aussi, c'est fabuleux de voir comment les animaux sont des parents incroyables. Vous avez des familles nombreuses, avec les tribus, les troupeaux, etc. Vous avez beaucoup de mères célibataires, on dirait ça pour nous, des mères qui se débrouillent toutes seules et qui sont des mères courage. C'est admirable. La maman ours, toute seule, elle se débrouille avec 2 ours, 2 oursons, 3 oursons. Il faut qu'elle les nourrisse, qu'elle les protège, qu'elle se nourrisse elle-même, qu'elle les éduque. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Les mères dans le monde de la nature sont extraordinaires. Vous avez des homoparents. Il y a beaucoup d'homoparentalité dans la nature. Alors ça aussi, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'intelligence animale, c'est que ça rend très tolérant, parce qu'on se rend compte dans la nature que tout existe et que finalement, on a beaucoup de principes, mais la nature
nature nous aide à ouvrir un peu nos œillères. Et puis le prochain livre qui va sortir en janvier, c'est L'animal féministe. Donc c'est un titre un peu provoque, mais sur là aussi un axe de recherche très nouveau, c'est la puissance des femelles dans la nature. En fait, la science est assez patriarcale, et pendant des années, c'était une vision très masculine des choses, jusqu'à ce qui est les trimates, notamment Jane Goodall ou Dian Fossey, qui s'est fait assassiner, donc qui a été un peu connu avec un film formidable qui s'appelle Le gorille dans la brume. Et Burkina, alors je me souviens jamais de son nom, c'est horrible, elle est canadienne, c'est une spécialiste des orang-outans, c'est affreux que je me souviens plus de son nom, j'ai honte. En tout cas voilà, c'est un monsieur, un anglais, il s'appelait Locke, et il s'était dit, je pense que les femmes, et des femmes qui n'ont pas beaucoup de notions scientifiques, si je les envoie voir les primates, elles vont peut-être trouver un peu les bases de l'humanité, comment est-ce que ça s'est passé entre le singe et l'homme, et il a envoyé 3 jeunes femmes, dont Jane Goodall, qui est moi la seule que je connaisse un peu bien. Elle me fait l'honneur de faire l'avant-propos de mon livre, donc je suis très folle de joie, parce que c'est une femme pour qui j'ai une admiration sans borne. Et donc elle est partie toute seule, et alors que les hommes avaient un peu tendance à rester dans une voiture avec des jumelles, etc., on n'était pas dans le contact encore, elle est allée complètement dans le contact toute seule, ce qui est fou. Quand on voit les images de l'époque, c'est incroyable. Et elle a réussi, Dian Fossey a réussi aussi, elle a réussi petit à petit à se faire accepter par des chimpanzés, qui sont des animaux quand même assez dangereux. Et elle a découvert plein de choses. Elle a révolutionné la science. Elle a découvert que chacun avait une personnalité. D'ailleurs, elle leur a donné un nom. À l'époque, ça n'a pas été très très bien accepté, parce qu'à l'époque, on leur donnait des numéros. Elle leur a donné un nom. Elle s'est rendue compte de l'intelligence de ces chimpanzés qui, par exemple, prenaient une paille pour la tremper dans une termitière, la retirer et manger avec la paille les termites, qu'avec des pierres, ils utilisaient des pierres pour casser des noix, etc. Donc elle a été la première à découvrir ça, elle a découvert des tas de choses, et elle a fait partie de toutes ces femmes qui ont bouleverser un peu le regard de la science sur la puissance des femelles. Et là aussi, on découvre que les orques, ce sont des sociétés matriarcales. Les éléphantes, en fait, elles vivent entre femelles, dirigées par une grand-mère. Les orques, etc. Enfin, on pourra en parler plus tard. Voilà. Et c'est quelque chose qui me passionne, parce qu'en fait, c'est une révolution. On a parlé de révolution tout à l'heure. Accepter que les animaux, et maintenant on voit pour les végétaux, mais ça je connais pas bien, accepter que les animaux aient une intelligence pas forcément plus importante que la nôtre, parce que c'est pas l'idée de faire des concours d'intelligence, mais très différente. On va donner des exemples là. Ça vous fait regarder le monde très différemment. Accepter que les vers de terre soient des ingénieurs de la terre et c'est eux qu'on va envoyer sur Mars pour savoir si on peut faire de l'agriculture. Accepter que des animaux moches qu'on n'aime pas soient extraordinaires et fassent des choses qu'on n'est pas capable de faire. Comprendre que les animaux ont de l'empathie, s'occupent les uns des autres, créent des partenariats, ont le sens du futur, se souviennent, peuvent être traumatisés. Par exemple, on découvre que les animaux ont les mêmes problèmes psychologiques que nous, etc. Ça change complètement votre regard sur non seulement les animaux, mais la place de l'humain sur cette terre. On a toujours été très prétentieux à penser qu'on était unique et meilleur que les autres, et en fait c'est faux. On est des animaux formidables, mais nous sommes des animaux comme les autres. Okay. Je suis un peu longue, mais sur ce sujet, en fait, j'arrive plus à m'arrêter. Non, mais c'est ce qu'on veut. Comment font les dauphins pour être moins stressés que nous ? Oui, alors ça, j'ai vu votre question, je n'ai pas très bien compris. Je ne sais pas si les dauphins sont moins stressés que nous. Hein ? Dans le livre, il y avait marqué, je crois. Ah bon ? Je me souviens pas de ça. Non, je sais pas. Je suis pas sûre qu'ils soient moins stressés que nous. Le stress, de toute façon, dans la nature, c'est utile. Hein. C'est important d'être stressé parce que c'est ce qui fait que vous sauvez votre peau. Donc les animaux ont quand même beaucoup de stress. C'est difficile d'être un animal sauvage. Hein. Aujourd'hui, c'est déjà difficile en soi. Mais alors aujourd'hui, c'est pire que jamais parce qu'ils sont... en fait, avec l'artificialisation et la bétonisation, sur la Terre, on a pris carrément tout le terrain, quoi. Donc, les animaux ont beaucoup de mal pour trouver un endroit où se réfugier, faire leur nid, trouver un partenaire, fonder une famille. On a empoisonné la terre, la mer. On a mis des pesticides, des poisons partout. Donc, ils ont beaucoup de mal à manger à peu près correctement.
À peu près, quand ils s'en sortent à peu près, ils se retrouvent avec des chasseurs. En France, on chasse partout. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'animaux. À part les sangliers, qui sont les plus malins, qui ont réussi à résister aux chasseurs, il n'y en a plus d'autres, il n'y en a quasiment plus. Donc, parce que par ailleurs, je suis porte-parole de l'ASPAS, qui est l'association de la protection des animaux sauvages. Donc nous, on travaille beaucoup sur des animaux vraiment martyrisés comme les blaireaux ou les renards, qui sont des animaux fabuleux et qu'on tue d'une manière absolument stupide, parce que ce sont des animaux extrêmement utiles, notamment pour les agriculteurs. Voilà, donc être un animal aujourd'hui, c'est compliqué, et donc je pense que la plupart des animaux sont stressés. Et du coup, en quoi les animaux, ils ont un autre rapport du temps? Est-ce qu'ils en ont et comment ça... Alors le rapport au temps avec les animaux, ça c'est quelque chose qu'on commence un peu à étudier. C'est pas toujours très facile de savoir exactement le rapport des animaux au temps. Moi je sais que j'avais un peu étudié sur les chiens. C'est vrai qu'ils ont un autre rapport au temps parce ils ont une autre sensibilité sur beaucoup de choses. Alors ils ont pas une horloge dans la tête comme nous. Ils vont pas savoir que là, il est 14h ou 14h30. Mais ils vont savoir en fonction de la position du soleil, en fonction des odeurs qu'ils sentent, en fonction de vos habitudes, en fonction des mouvements d'autres animaux, etc. Ils vont savoir quelle est à peu près leur heure à eux. Mais alors après, je dirais que les animaux, ils ont surtout une grande qualité par rapport à nous, c'est qu'ils ont le sens du présent. Nous, c'est un des drames de l'humain. On veut toujours avoir un avenir meilleur. On se dit toujours, plus tard, je serai plus riche, plus belle, plus puissante, plus ceci, plus cela. Et si avant, j'avais fait ci, j'avais fait ça, etc. L'animal, il est pas du tout là-dedans. L'animal, il est beaucoup dans le présent. Donc, c'est parce qu'on dit souvent que les animaux sont des grands sages, ce qui est vrai. Vous, si vous avez des chiens, des chats, vous savez bien à quel point les animaux nous apportent et nous apprennent plein de choses. Et votre chat ou votre chien, il a ce sens du présent, il a cette joie. Par exemple, le chien, il a cette joie du présent qui fait qu'il y a un philosophe qui avait écrit un livre qui s'appelait Le loup et le philosophe, qui donnait un exemple que je trouve génial. Il dit, vous donnez tous les jours à votre chien un pain au chocolat. Mais tous les jours, c'est la fête. Tous les jours, il est là, il vous accueille, il est trop content, il remue de la queue, etc. Vous donnez tous les jours un pain au chocolat à un humain. Au bout de quelques jours, il va me dire, ouais, sympa ton pain au chocolat, mais ça va, quoi. T'aurais pas autre chose? T'aurais pas, je sais pas, un pain au raisin, quoi, pour changer? Et j'adorais cette image qui est un peu facile, mais qui est sur cette espèce de pouvoir des animaux d'aimer le présent, et qui, pour moi, est une très belle leçon, qui est d'ailleurs la leçon de la plupart des sages, hein. Quand on voit les Lao Tzu, etc., les grands sages, ils disent souvent, aimez le présent, profitez du présent, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Ça, les animaux, ils le vérifient au quotidien. Comment les fourmis arrivent à créer des sociétés si efficaces sans avoir de chef? Alors là, on arrive dans un domaine génial qui s'appelle l'intelligence collective. Ça, c'est juste fabuleux. Alors, il n'y a pas que la fourmi, hein. Il y a beaucoup d'insectes sociaux, mais il y a des poissons aussi, beaucoup de poissons, beaucoup d'oiseaux. Vous savez, ces fameuses nuées qu'on voit, les nuées de poissons, les nuées d'oiseaux, c'est mu par cette fameuse intelligence collective, là aussi qu'on travaille beaucoup depuis une quarantaine d'années. En fait, on a dit pour la fourmi ou pour l'abeille qu'elles avaient des reines. C'est faux. La reine, c'est une pondeuse, en fait. C'est absolument pas une reine. Elle ne dirige rien. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez ces animaux-là, c'est leur sens du groupe qui fait qu'ils arrivent à faire des choses incroyables. Qui sont très fascinantes pour les scientifiques. Une termite qui est juste minuscule, elles vont faire des architectures qui font jusqu'à 3 mètres de hauteur, d'une manière, on se demande mais comment font-elles, avec des qualités thermiques qui fascinent les architectes, parce qu'il fait ni froid ni chaud, il fait juste la bonne température. Les fourmis, je vais vous donner un exemple, elles arrivent, elles ont un vide, qu'est-ce qu'elles vont faire en 2 secondes, elles vont toutes faire s'accrocher les unes aux autres pour faire comme un pont, et après, évidemment, elles vont faire passer la reine d'abord, et après, elles vont toutes passer les unes après les autres, et ce qui est fabuleux, c'est non seulement qu'elles fassent ça, mais c'est qu'en 2 secondes, elles calculent exactement le nombre de fourmis qu'il faut pour créer le pont. Parce qu'il faut savoir que les animaux ont quasiment tous un sens du calcul mental extraordinaire. Dans la nature, vous êtes obligé d'avoir un minimum, alors elles vont pas compter jusqu'à 500 000, hein, mais elles vont compter un minimum, parce que dans la nature, vous avez besoin
de savoir s'il y a beaucoup de prédateurs, beaucoup de nourriture, etc. Donc un calcul simple, elles sont capables de l'avoir très rapidement. Je vais donner un autre exemple sur les abeilles qu'on étudie beaucoup depuis les années 30 et qui continuent de fasciner beaucoup de scientifiques parce qu'elles n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. Les abeilles, quand elles vont repérer un buisson où il y a énormément de fleurs avec du pollen, elles vont rentrer à la ruche et elles vont faire des danses. Alors il y en a une qu'on connaît bien qui s'appelle la danse du 8 parce que c'est en gros un peu comme ça, mais il y en a d'autres. Et dans cette danse, juste en remuant des ailes, en allant plus ou moins vite, en faisant plus ou moins un 8 ou pas, en remuant l'abdomen, etc., par des tas de signes extrêmement subtils, extrêmement compliqués à savoir, elles vont indiquer à leurs copines des détails incroyablement précis. Où est exactement ce buisson? Combien de temps il faut pour y aller? Quel est le sens du vent? Quelle est l'orientation du soleil, etc. Et elles vont changer leur message en fonction de l'heure. C'est-à-dire qu'à 10 heures, elles vont avoir un certain message, elles auront un autre à 16 heures, parce que le vent aura changé, parce que la position du soleil aura changé, etc., etc., etc. Et tous ces animaux-là, donc, ont non seulement cette intelligence absolument incroyable, mais ils ont un sens de la démocratie qui est formidable. Pour revenir à votre question, pourquoi elles arrivent à faire ça sans chef? Les abeilles, par exemple, quand elles veulent changer de ruche, elles vont envoyer des groupes d'abeilles aller repérer des bons endroits. Quand elles vont revenir, donc elles vont toutes danser pour essayer de convaincre les copines. Et c'est celles qui vont le mieux convaincre l'ensemble de la ruche, qui à un moment, toute la ruche va décider de suivre celle-là et elles vont partir. Et on se rend compte que chez beaucoup d'animaux, il y a un sens de la démocratie. Là, j'ai interviewé récemment Raymond Noah qui travaille beaucoup sur, par exemple, les bisons. Il vous explique que c'est pareil. Chez les bisons, quand ils veulent changer de pré, quand ils veulent changer d'endroit, il y a un moment où tout le monde, il y en a un ou deux, souvent des femelles, qui prennent une direction et tout le monde va suivre. Et c'est à partir du moment où il y a le plus d'animaux qui suivent que tout le monde va suivre. Donc c'est un des secrets de cette intelligence collective, c'est-à-dire suivre en fait la vraie démocratie, ce que nous humains on a un petit peu de mal à faire quand même, parce que la démocratie c'est compliqué chez nous. Il y a deux autres secrets. Deux autres astuces de cette intelligence collective. Le partage de l'information, ça c'est très intéressant. Nous les humains, on a tendance à penser que celui qui a le pouvoir, c'est celui qui sait. Vous savez, quand vous êtes dans une entreprise, c'est très pyramidal, et le directeur et les sous-directeurs, ils savent des choses qu'ils ne diront jamais aux autres, parce que l'état financier de la société, etc. On voit bien en politique, on n'est jamais très au courant de tout. Chez les animaux avec une intelligence collective, jamais. Au contraire. Toute information est aussitôt partagée. Une fourmi, elle voit un prédateur, hop, elle dépose un phéromone, donc une odeur qui est chimique, qui est pour prévenir tout le monde. Elle voit qu'il y a un truc à manger, hop, tout de suite elle met un phéromone et tout le monde est au courant et toutes les fourmis arrivent, etc. Et donc elles ont un partage d'informations qui est absolument fabuleux et une communication qui est tout à fait étonnante. Et puis elles ont une autre qualité assez étonnante chez ces insectes-là, c'est une flexibilité fabuleuse. Une abeille, elle va avoir 7 métiers dans sa vie. En fonction de son âge, de son expérience, elle va être nourrice en nourrissant les bébés, elle va être architecte en faisant les alvéoles, elle va être femme de ménage en nettoyant les alvéoles parce qu'elles sont très très obsédées par le côté hygiène. Une ruche, c'est une hygiène absolument parfaite. Si elle est un peu courageuse, un peu téméraire, elle va finir par être gardienne. Elle gardera la ruche et souvent elles sont très vénères. Je peux vous dire que quand vous arrivez, elles savent très très bien défendre leur ruche. Si elle est un peu courageuse, etc., elle sera exploratrice. C'est elle qui partira loin pour aller trouver le pollen, etc., etc. Ça fait partie des secrets de cette intelligence collective. Et il y a des entreprises américaines qu'on appelle les entreprises libérées qui s'en inspirent. Il y a beaucoup de sociologues, beaucoup de travaux là-dessus pour savoir comment nos sociétés peuvent s'inspirer de cette fameuse intelligence collective. Vous dites que les animaux nous parlent, comme le cheval. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors les animaux, alors nous parlent, c'est peut-être pas tout à fait le terme, je dirais ils communiquent avec nous. En fait, les animaux communiquent de multiples façons. Là aussi, on découvre des tas de choses, on en connaît pas mal, mais il y a encore beaucoup à découvrir. Alors par la gestuelle. Par exemple, un cheval, s'il y en a qui font de l'équitation ici, on voit bien à la face. Si on commence à regarder son cheval, on va très bien sentir à la façon dont ses yeux, ses oreilles, son attitude. Si on est un petit peu observateur, on va très très vite commencer à développer votre chien. Si vous avez un chien, il vous parle beaucoup. Un chien, il vous regarde, de la façon d'être, il communique beaucoup avec vous. Alors ça, je dirais que ce sont des communications un peu pas facile, mais en tout cas qu'on peut apprendre. Après, il y a des tas de formes de communication qui nous dépassent. Par les ultrasons, par exemple, beaucoup d'animaux communiquent par des sons que nous ne pouvons pas entendre, comme les rats qui parlent beaucoup, par les odeurs. Les rats, par exemple, que les gens détestent, qui sont des animaux fabuleux, ils sont des animaux d'une intelligence incroyable. Les rats, ils ont un odorat absolument fabuleux, ce qui fait qu'ils peuvent sentir une maladie très très loin. Ils peuvent sentir des explosifs très loin. C'est pour ça qu'on les utilise pour déminer certains terrains. Chaque famille de rats a sa propre odeur, et à l'odeur de l'autre, il reconnaît un peu la carte d'identité. Un peu comme votre chien, d'ailleurs. Quand votre chien, vous le voyez qu'il renifle le derrière des autres chiens, c'est pas du tout sale, parce qu'en fait, il renifle la carte d'identité du chien. En reniflant le derrière du chien, il va savoir s'il va bien, quel âge il a, s'il est stressé, etc., etc. Et ben le rat, c'est pareil. Quand ils ont fait des expériences en labo, quand il marche, par exemple, dans un égout, il va avoir tendance à frotter comme ça. Et on se demandait pourquoi, en fait, comme s'il caressait, en fait, la paroi. Pas du tout, en fait. Il dépose ses odeurs pour permettre aux copains de savoir par où il est passé. Et voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est une communication par les odeurs qui, pour nous, est très compliquée, parce que nous, on renifle pas trop, en fait, le derrière des gens qu'on rencontre, hein. Ça se fait pas trop, quoi. Donc peut-être qu'avant on le faisait, mais aujourd'hui on le fait plus. Dans les communications incroyables, il y a toute la communication par vibration qu'on est en train de découvrir. Les éléphants, par exemple, ils tapent sur le sol. Ils ont sous les pattes des espèces de petits coussinets extrêmement sensibles. Ils tapent sur le sol, et grâce à ça, ils font comme du morse, en fait, qui va être écouté par d'autres éléphants à des kilomètres de là, sans que les prédateurs, et donc les humains, le sachent. Après, vous avez une communication par écholocation. Alors là, par exemple, c'est les chauves-souris ou les orques. Vous envoyez un son, et vous attendez que l'écho de ce son revienne, et en fonction de cet écho, ils font tout un calcul qui s'appelle l'écholocation, et là, ils vont être capables de savoir qui il y a là-bas, dans quel état il est, est-ce que c'est un prédateur dangereux, est-ce que c'est une proie intéressante. La chauve-souris, grâce à l'écholocation, elle va être capable, dans le noir, de voler à toute allure entre les branches, parce qu'elle sait exactement où sont les branches, où sont les dangers, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les chauves-souris pour aider les aveugles plus tard, grâce à cette fameuse écholocation. Et dernier exemple de la communication qui, alors là, moi, me fascine, qu'on découvre depuis très peu de temps, c'est la communication entre embryons ou entre bébés dans l'œuf avec les parents. Alors ça, moi, j'avoue que si nous, on pouvait communiquer avec le fœtus en disant, écoute, si tu pouvais accoucher le 15 août, ça m'arrangerait parce que je partirais en vacances avant, ça serait génial. Et ben, les animaux, ils savent le faire. Il y a des scientifiques australiens qui ont découvert il y a un oiseau je ne sais plus quel oiseau, qui a ce qu'on appelle un cri de sécheresse. C'est-à-dire que quand il fait trop chaud, il a un cri un peu particulier pour, en gros, signifier à ses petits, ça serait bien d'éclore dans quelques temps, pas tout de suite parce qu'il fait trop chaud. Ou alors, on a découvert que certains serpents, certaines couleuvres, quand elles font leurs œufs, ils sont collés les uns aux autres. Et on se demandait pourquoi ils sont collés comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que les embryons entre eux communiquent à travers le rythme cardiaque, et que plus le rythme cardiaque augmente, plus ils vont se développer. Par contre, si le rythme cardiaque baisse, ils vont moins se développer en fonction, justement,
des circonstances, des prédateurs, du climat, etc. Et c'est grâce à ça qu'ils vont tous éclore en même temps, de façon à ce que la maman puisse s'occuper des petits. Elle s'en occupe pas très longtemps, hein, mais chez les pitons, par exemple, ils s'occupent un peu de leurs petits longtemps, de façon à ce qu'ils ne puissent pas naître tous les 3 jours où c'est trop compliqué. Et le dernier exemple, c'est la maman caïman, qui est une maman géniale. Les gens aiment pas les caïmans, mais je peux dire que c'est une maman fabuleuse. Elle, c'est pareil. Quand elle creuse, ça a été, il y a Monsieur Matvon qui est à l'université à Saint-Étienne. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la communication et Nicolas Matvon, qui a écrit un livre génial sur la communication et qui a vraiment pris en vidéo et surtout enregistré tous ces sons. Donc elle creuse, elle dépose ses petits. Après, elle remet de la terre. Elle va rester plusieurs semaines à surveiller ses petits. Là, elle est très dangereuse parce que si jamais vous approchez, elle attaque parce qu'elle protège ses petits. Elle ne mange pas. Elle se sacrifie complètement. Et à un moment, il y a un des petits qui va l'appeler par des sons. Elle sait que ça y est, ils sont prêts à naître. Elle va, là, on la voit, elle gratte à toute allure pour prendre ses petits. Ils vont tous être au courant, donc ils vont tous éclore en même temps. Avec sa bouche, avec ses dents, elle va aider ceux qui sont un peu plus fragiles que les autres, qui n'arrivent pas à casser l'œuf. Elle va les aider à casser l'œuf. Après, elle va mettre tous ses bébés dans une espèce de poche qu'elle a juste sous la gorge, là. Et elle va les emmener dans la rivière d'à côté, où elle aura préparé une petite garderie. Elle aura tout préparé pour s'occuper de ses bébés et elle va s'en occuper pendant des mois. C'est fabuleux, non? Waouh. Et c'est que quelques exemples, hein. Rien que sur la communication, on pourrait faire 4 heures de conférence. Comment le loup impacte l'ensemble de son écosystème quand il disparaît? Alors le loup, comme plein d'autres animaux, hein, il a justement cette fameuse intelligence écologique que nous avons perdue, parce que nous sommes dans des sociétés très sophistiquées, très abstraites, donc on a un peu perdu le sens de la terre, quoi. Donc moi j'aime bien donner cet exemple-là. Vous prenez 2 grands prédateurs et vous les mettez dans une forêt, dans une vallée paradisiaque. C'est le paradis. Le loup, il arrive, il va tuer tous les animaux pas intéressants. Donc les plus vieux, les malades, les petits. Mais il va laisser les reproducteurs. Et puis, quand il aura beaucoup mangé, qu'il verra qu'il y a moins d'animaux, il va partir. C'est pour ça que les loups, souvent, sont nomades. Il va partir, il va aller ailleurs, il va refaire la même chose, et puis il reviendra. Il gère son frigidaire, il gère son garde-manger, il gère cette nature nourricière grâce à qui il peut vivre. Vous prenez un autre prédateur qui est l'humain, il arrive dans la même vallée, il va tuer tout ce qui est beau. Alors, il va tuer les beaux mâles, il va tuer ceux qui ont des grands cerfs parce qu'il va leur couper la tête et puis il va les mettre dans son salon, il va tuer tout ce qui est chouette. Les vieux, les moches, les handicapés, il s'en fout, ça l'intéresse pas du tout, ça fait très mauvais effet dans les salons. Donc il va prendre tout ce qui est beau, il va couper tous les arbres, il va manger tous les fruits, et puis à un moment il va faire un peu ce qu'on fait aujourd'hui, il va dire « Ah, tiens, il y a vachement moins d'animaux, il y a vachement moins d'arbres, qu'est-ce qu'on fait, etc. » Et c'est un peu une caricature évidemment, mais c'est un peu ça. Et pour le loup, on l'a vu à Yellowstone, c'est un exemple très connu dans le milieu de l'écologie et des animaux. Yellowstone, vous savez, c'est un parc national absolument magnifique aux États-Unis, qui est très ancien. Je crois qu'il a été ouvert en 1800 et quelques. Et sous la pression des lobbies des éleveurs, on a fini par éradiquer dans les années 60 les loups, comme on a fait chez nous au XVIIIe siècle et comme on aimerait bien le faire à nouveau, malheureusement, puisque le loup est en grand danger en ce moment. Donc on a tué tous les loups, ça a coûté très cher. Et puis à partir de là, on a vu des tas de choses terribles, c'est-à-dire qu'il y a eu une explosion des animaux, et notamment des herbivores, qui ont beaucoup trop mangé d'herbe. Ils ont tellement mangé d'herbe qu'ils finissaient par même plus y avoir d'herbe dans les rivières, donc ça a commencé à impacter les populations de poissons, etc. Et là, on a vu vraiment la nature magnifique de Yellowstone se dégrader à un point incroyable. Donc il y a eu à nouveau des lobbies, etc. Là, c'était les lobbies écolos qui ont fait beaucoup de travaux de
d'approche, de plaidoyer, comme on dit aujourd'hui. Ils ont réussi dans les années 50 et 60 à peu près à convaincre les autorités. On a réintroduit des loups, ça a recoûté très cher. Et comme par hasard, Yellowstone est redevenu à peu près ce qu'il a été parce que les loups ont géré. Ils ont géré les populations d'herbivores. Et donc il y avait moins d'herbivores, donc il y avait plus d'herbes. Il y a eu le retour des insectes, le retour des poissons, etc., etc. Et en fait, ce qui est intéressant dans cet exemple du loup, c'est de ne pas oublier que la vie est une immense roue, c'est un immense ensemble en fait de dynamisme où chacun aide l'autre. Et quand on commence à casser un élément de cette roue extraordinaire, ce qu'on fait nous beaucoup sans toujours savoir exactement ce que ça va donner, il y a parfois des conséquences qui sont terribles et qu'on ignore. Et c'est un peu là-dedans qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous voyez, on parlait des méduses, les requins qu'on est en train de décimer. Je pense que si on continue comme ça, dans 10 ans, il y aura plus de requins. Tous les spécialistes des requins vous diront qu'on sera envahi par les méduses. Parce que justement, ils mangent les méduses et certains planctons et qu'ils sont un peu les nettoyeurs de la mer et que ce requin qui est juste pour les gens les dents de la mer est un affreux poisson alors que c'est un animal juste fabuleux, c'est un animal passionnant. Et ben si on l'éradique complètement, on ne connaît pas aujourd'hui toutes les conséquences que ça va avoir sur la mer et sur les océans. On a une dernière question. Oui. Tu veux la dire ? Vas-y. Okay. Les humains vont devoir changer et s'adapter au réchauffement climatique. Est-ce que les animaux ont déjà fait ce travail ? Une petite partie. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'études sur l'acclimatation des animaux au réchauffement climatique, mais il y en a quelques-unes. Beaucoup sur les oiseaux migrateurs. Ils ont déjà changé leur migration. Certains partent plus tard, parce que comme il fait bon encore là où ils sont, ils partent plus tard. Certains partent moins longtemps. Certains partent plus dans d'autres endroits. Donc ça, on est en train de commencer à voir ça. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les animaux deviennent plus petits. Parce que quand vous avez des problèmes... parce qu'en fait, c'est pas tellement le réchauffement climatique le problème, c'est le dérèglement climatique. C'est ça le drame, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on passe du très froid au très chaud, avec des inondations de folie, voilà. Donc pour les animaux, c'est très compliqué de gérer ça. Et donc, il y a moins de nourriture. Donc ils deviennent plus petits, parce que quand vous êtes plus petit, vous avez moins d'énergie à dépenser, c'est plus facile de vous cacher, c'est plus facile de trouver de la nourriture, etc., etc. Ça, c'est les deux grosses. Et puis la troisième grande tendance qu'on voit chez certains animaux, c'est qu'ils arrivent en ville. Et c'est très intéressant. Il y a des architectes qui commencent à travailler là-dessus, sur des villes où les animaux seraient acceptés. On commence à le voir beaucoup. On l'a vu au moment du Covid, mais ça fait très très longtemps, bien avant le Covid, qu'il y a beaucoup de renards, des sangliers, plein d'insectes, plein de geckos, plein d'animaux partout qui commencent à adapter leur corps à la ville pour pouvoir y vivre, parce que dans la ville, il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de chasseurs, parce que la chasse c'est quand même un drame aujourd'hui dans le monde. Donc il n'y a pas de chasseurs, il n'y a pas de prédateurs. Ils sont à peu près en sécurité parce qu'il y a beaucoup de cachettes. Et il y a de quoi manger, parce que s'ils trouvent pas trop à manger, il y a toujours des poubelles. Donc il y a beaucoup d'animaux qui s'y mettent là, et ils arrivent à adapter leur corps. Je vais juste vous donner un exemple. Le gecko au Costa Rica, qui a des pattes extraordinaires pour grimper le long des arbres. Et ils ont réussi à augmenter leur coussinet et augmenter leurs pattes, et ce qui fait que maintenant vous les voyez grimper le long des immeubles qui sont en verre. Donc ils sont même capables de grimper sur des surfaces extrêmement lisses. Donc les animaux vont adapter leur corps et leur façon de vivre, mais malheureusement, tous n'y arriveront pas. Ça, c'est clair que, hélas, il y en a qui s'en sortiront, mais il y en a qui disparaîtront. Et du coup, on va peut-être terminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser à Yolène ? Moi, j'avais juste une question là, sur la taille des animaux. Vous disiez que vous avez des exemples d'animaux qui sont plus petits ? Oui, il y en a. Alors, il y a des oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont devenus plus petits. Il y a dans les mammifères, on voit que certains renards, justement, sont devenus plus petits. Je sais qu'en France, ils ont constaté que les cerfs
Les chevreuils, etc., avaient une taille plus petite. Eux aussi, ils ont... D'ailleurs, ah oui, j'ai oublié, une des tendances aussi des animaux pour échapper au dérèglement climatique, c'est de vivre la nuit. Il y a de plus en plus d'animaux qui deviennent nocturnes. Les chevreuils, par exemple, c'est un animal diurne au départ. C'est un animal qui vit dans la forêt, et le jour. De plus en plus, ils se sont adaptés aux champs, puisqu'il y avait beaucoup de champs d'agriculture. Donc, vous en voyez maintenant dans les champs, alors qu'avant, ils étaient toujours dans les forêts. Mais comme il y a moins de forêts, et maintenant, ils vivent beaucoup la nuit. On en voit encore dans la journée, hein, mais on en voit beaucoup moins. Et il y a de plus en plus d'animaux qui commencent à vivre la nuit parce qu'il fait moins chaud, moins froid, qu'il n'y a pas d'humains, etc. Donc voilà. C'est surtout sur les oiseaux en fait qu'on a travaillé les changements liés au dérèglement climatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et du coup, je crois qu'on vous propose une petite pause de 10 minutes. Comme ça, vous pouvez aussi vous rendre dans la salle à côté. On a des boissons et on a quelques petits trucs, des petites collations. Voilà. Et après, on reviendra pour une petite table ronde avec tout le monde autour de l'éducation et de l'écologie. Génial. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais.